Et notre invité du jour, c'est donc David Nakache. Merci d'être là. Merci à vous. Ancien membre du Parti Socialiste pour le côté politique, vous animez désormais une association qui s'appelle Tous Citoyens à Nice. Le concept, ce sont des cafés-débats où vous discutez, je vais vite, où vous discutez de problématiques autour de la citoyenneté. Vous êtes encore un membre actif de la vie politique, on y viendra. Mais je voudrais d'abord qu'on commence par Tous Citoyens, un café sur le féminisme ce soir, la parole de la femme. Est-ce que d'abord vous pouvez nous expliquer la philosophie de Tous Citoyens? Tous citoyens, c'est simplement des citoyens qui sont volontaires pour s'impliquer dans la vie locale, pour redonner des espaces de démocratie, des espaces de débat. Alors ça peut être des modes conférences, ça peut être des modes café-débat où on est en proximité avec l'intervenant, où il y a une interaction plus forte. Et ça peut être ce soir comme les ateliers qu'on co-organise avec les Amis de la Liberté, une autre association qui œuvre pour l'éducation populaire, sur la question du féminisme, avec comme invité Madame Pinar Selek, qui est une sociologue turque, qui enseigne maintenant à l'Université de Nice, à la faculté à sciences politiques, et qui intervient en mode atelier. Ça veut dire qu'on va avoir des citoyens volontaires qui vont travailler plusieurs séances de suite pour approfondir une thématique, bâtir une réflexion collective et peut-être des modalités d'action, on l'espère à la fin. Mais il s'agit vraiment de ne pas simplement se contenter d'écouter un discours un peu passivement en posant une ou deux questions, mais de travailler sur les textes à l'avance, d'approfondir le débat et de constituer un groupe de citoyens actifs. C'est ce qui a motivé en fait votre mise en retrait du Parti Socialiste notamment, sans parler de la ligne, on y reviendra, mais vous aviez ce besoin de renouer le contact avec le citoyen et finalement de faire réfléchir, de faire émerger des solutions qui viennent de la population des citoyens. L'action collective juste ne peut venir que d'une réflexion collective, un travail ensemble de fond. Si on n'a pas une refondation d'une analyse de ce qui se passe dans notre monde, de ce que nous faisons, de ce que nous laissons faire, parce que nous sommes passifs quand il y a un arrêté liberticide qui est pris, quand il y a des heurts dans la ville après le terrible attentat qu'on a connu. Si on reste passif à ça, si on n'est pas armé par une réflexion collective commune, on se dit oui j'ai raison, je ne suis pas seul, ben on va hésiter, on va laisser faire, on ne va pas franchir le pas d'agir ou d'intervenir. Donc on doit travailler ensemble pour ensuite fonder une action et que chacun soit outillé, armé pour agir. Dans le débat actuel, dans les clivages qui émergent, dans les débats qui sont sur la table, est-ce qu'il y a la place pour ce genre d'initiative? Est-ce que vous pensez que finalement vous allez réussir avec cette démarche? Oui, vous savez, quand les portes sont fermées, on les ouvre. On force le passage. Il faut à un moment donné donner des moyens d'expression aux gens. On a une chape de plomb qui pèse dans cette ville, qui pèse dans ce département. On a une démocratie locale qui est à l'arrêt. On a une démocratie participative de façade. On envoie un questionnaire aux gens sur le rôle de la police municipale. Ceux qui le remplissent le rempliront, les autres ne sont même pas au courant. Il faut aller se déplacer, il faut ceci, cela. On a des consultations fantoches. On a, alors vous voyez par exemple une consultation sur l'avenir du château. Je suis allé comme tout bon citoyen pour pouvoir voir ce qui se passait, comment on allait aménager la colline du château, qui est un espace collectif de vie dans la ville, à Nice toujours bien sûr, et c'est aux horaires de bureau. Donc quand on sort du bureau à 17h, ben, c'est fermé, on ne peut pas. Est-ce que ce ne sont pas nos institutions qui sont comme ça? On aurait pu très bien ne pas la faire, cette consultation. Oui, mais on aurait pu la faire mieux. On aurait pu la faire disponible, accessible à tous, à des heures d'ouverture pour les salariés. Il faut aller beaucoup plus loin, il ne faut pas se contenter d'une démocratie participative de pure façade, de pure communication. Il faut que cette démocratie vive. Sinon, quand on est frappé par un drame, comme ce qui nous est arrivé, le drame terrible du 14 juillet, on a les réactions que l'on a à Nice. Ça veut dire un délitement social, une libération de la parole raciste et xénophobe dans la ville et des actes racistes, des insultes, des altercations. Et on se rend compte que, alors que partout ailleurs on a eu des moments de dignité et d'unité après un drame, après un attentat, à Nice, non. 5e ville de France, le 18 juillet, minute de silence, 40 000 personnes sur la promenade des Anglais et nous nous sommes montrés inaptes à honorer collectivement nos morts. Mais est-ce que c'est un problème niçois ou c'est un problème français? Parce que j'ai l'impression que si ça avait eu lieu ailleurs, ça se serait passé de la même façon. C'est peut-être l'accumulation des événements, la tension du débat actuel qui a abouti à ça aussi. Et évidemment, on ne peut que dénoncer ce manque de respect de la minute de silence. Mais est-ce que finalement ça ne se serait pas passé pareil ailleurs? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas pour plusieurs raisons. D'abord, quand on a eu le drame de Saint-Étienne de Rouvray, après, on a eu une unité, même interreligieuse, parce qu'un prêtre était frappé. On a eu des moments de dignité. Ailleurs, en Europe ou dans le monde, on a eu des moments de dignité après, malgré la répétition des attentats. Je crois qu'on a une spécificité niçoise dans le fait que toutes ces polémiques accumulées,
par les personnes dites responsables, qui détiennent la parole publique, qui sont des élus, qui sont en responsabilité, où on va dénigrer tantôt les SDF, tantôt les Roms, tantôt les musulmans, tantôt la femme musulmane, on va s'attaquer au corps des femmes. Toutes ces polémiques incessantes, toute cette tension qu'on a dans la ville, cette obsession identitaire qu'on a autour de la question de l'islam, crée un climat de tension et fait que notre inconscient collectif de ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, petit à petit se déplace. Et des choses qui auraient paru intolérables ou scandaleuses dans les années 80 ou 90 dans la bouche d'un Jean-Marie Le Pen, paraissent tout à fait banales et normales aujourd'hui dans la bouche d'Éric Ciotti. Mais les choses ont changé. Les attentats sont passés par là. Daesh fait planer la menace. Il y a certains responsables musulmans qui ont du mal aussi à prendre à bras-le-corps ces problèmes-là. On le sait, l'immense majorité des musulmans souffrent de ces attentats. Mais est-ce que l'islam ne doit pas aussi prendre une décision forte en se réformant en France? Alors, il y a une question. C'est une question. Il y a une question ouverte de la réforme de l'islam, mais pour revenir juste à ce que vous évoquiez précédemment, en période de crise, quand on a une peur légitime des attentats, parce que la peur est légitime, puisque la menace est là et nous l'avons vécu dans la douleur, le responsable politique doit être responsable. Il doit raison garder. Il ne doit pas lancer des polémiques au soir même ou au lendemain même du drame. On avait les corps qui étaient encore sur l'asphalte à la promenade des Anglais, qui étaient encore là, que déjà la polémique entre la ville de Nice et le gouvernement était lancée. Nous avons vécu des moments odieux à Nice. Nous avons le drame du 14 et nous avons la blessure de l'après-14. Et pour moi, la violence inouïe de la polémique du Burkini n'est qu'un témoignage de la frustration collective que l'on a, parce qu'on est incapable de lutter contre le terrorisme, on n'a pas de solution. Donc on se déverse en haine quand on nous désigne un bouc émissaire et un coupable. Là, c'est la femme voilée sur une plage, donc on y va. Mais toute cette tension-là devrait être contenue et gardée par des élus qui devraient être responsables et qui aujourd'hui jouent au pyromane avec des arrêtés liberticides, avec des comportements qui n'ont pas lieu. Mais c'est valable des deux côtés, hein, puisque le gouvernement est aussi rentré dans ce jeu-là. Tout à fait. Une partie du gouvernement, je le regrette. Et je pense que le Premier ministre a une lourde responsabilité sur ce climat depuis longtemps. Alors on va y revenir. On y reviendra. Juste pour dire un mot par rapport à cette question de la réforme de l'islam. On a un schéma classique en France parce qu'on est habitué à l'Église chrétienne. On est habitué à ce qu'il y ait un clergé avec des évêques, des archevêques, un pape, des gens qui donnent une ligne. Dans l'islam, principalement sunnite, parce que chiite c'est un petit peu différent, il n'y a pas de clergé. On n'a pas un responsable. Alors, les politiques cherchent un interlocuteur, donc ils vont créer un organisme qui va représenter l'islam de France, etc. Mais il faut faire attention, nous avons un principe laïque. Victor Hugo disait quelque chose de très simple. Il disait l'Église chez elle, l'État chez lui. Il y a non-ingérence de l'Église dans les affaires de l'État, non-ingérence de l'État dans les affaires de l'Église. Quand l'État dit « nous allons nommer Jean-Pierre Chevènement pour réformer l'islam de France » et organiser, structurer la formation profane des imams, l'État s'ingère, fait une ingérence dans les affaires de l'Église musulmane, dans les affaires de la religion musulmane qui n'a pas lieu d'être. Qui ne doit pas faire. Oui, mais par exemple, dans la chrétienté, il y a pour les chrétiens, il y a des facultés de théologie où on apprend à devenir pasteur, les curés aussi sont formés. Je ne parle pas d'intervention de l'État, mais peut-être que si on faisait émerger aussi des centres de formation où on contrôle la doctrine, on ne peut pas nier qu'il y a un problème avec le salafisme et l'islam radical, qui serait peut-être le même avec les autres religions. Il faut agir de ce point de vue-là, et on sent aussi que les citoyens attendent de l'État, sans parler d'organisation, mais en tout cas mettre son grain de sel. Oui, alors que l'État intervienne, le besoin est évident, le danger du salafisme est là. Néanmoins, ça doit se faire de façon collégiale. On ne peut pas, seul dans une bulle à l'Élysée ou à Matignon, décider de la réforme de l'islam de France en nommant Jean-Pierre Chevènement sans consulter la communauté musulmane ou les Français de confession musulmane, sans leur demander leur avis, décider d'une taxe sur le halal pour faire payer. Alors quoi? Ça veut dire que des gens qui sont musulmans mais n'iraient pas à la mosquée de toute façon parce qu'ils consomment halal devraient payer un surplus sans qu'on leur demande leur avis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le problème de fond, c'est que le gouvernement prétend agir contre la radicalisation et contre le terrorisme en réformant une religion. Daesh, une organisation terroriste, internationale, à vocation totalitaire, qui va absolument tout contrôler de la part de ses membres et ses disciples, qui use de moyens de sectaires, d'embrigadement, d'endoctrinement, et qu'on doit combattre avec des moyens à la hauteur. C'est pas, on ne combat pas une organisation militaire internationale en réformant une religion en France. Sinon, on fait porter le chapeau, on fait porter la responsabilité symboliquement du terrorisme à des citoyens français de confession musulmane qui n'ont rien à voir avec ça. David Nakache, autre chose, en un mot, après on passera à la question cash et au tweet. Vous allez soutenir Arnaud Montebourg dans sa course à la présidentielle? Alors, je peux être amené à soutenir le candidat. Vous êtes son mandataire? Alors, j'étais son mandataire, je ne le suis plus.
Je ne le suis plus, je ne le serai pas pour la prochaine campagne présidentielle. Il trouvera forcément quelqu'un de compétent, ce n'est pas les compétences qui manquent. Je pourrais éventuellement, je pense, voter pour Arnaud Montebourg ou appeler à voter pour lui, mais je ne serai pas dans l'appareil ni dans la campagne. Très bien. On a compris le message. La question cash, c'est un autre problème qui concerne directement la Côte d'Azur, les migrants. Le gouvernement a décidé de répartir sur le territoire donc les migrants pour démanteler la jungle de Calais, 12 000 places. Il y en a 949 à créer en région PACA. Ma question est très claire, est-ce que la France a vocation à accueillir les migrants? Oui, bien sûr. Bien évidemment, toute démocratie qui a dans ses principes des principes humanitaires, des principes de respect des droits de l'homme, des principes fondamentaux, doit prendre sa part. Vous savez, Michel Rocard disait on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais chacun doit y prendre sa part. Eh bien, nous devons prendre notre part. Et nous devons mettre en conformité nos belles déclarations des droits de l'homme, notre belle constitution, la ratification des déclarations universelles des droits de l'homme, avec les actes et avec les faits. On doit les accueillir dignement, on doit être capable de les intégrer. Et pour cela, il faut une répartition sur l'ensemble du territoire. Si chacun prend ici 800, ici 200, ici 50, parce que là on le fait au niveau régional, on pourrait même l'imaginer au niveau départemental ou au niveau d'intercommunalité, eh bien la prise en charge serait beaucoup moins lourde, l'intégration serait bien facilitée. On a des expériences en Italie qui sont très probantes à ce niveau-là. Le tweet, pour terminer, on va revenir sur un épisode de la vie politique de ces derniers moments. C'est un de vos tweets, David Nakache, démission d'Emmanuel Macron, Oui. un socialiste de moins au gouvernement. À qui le tour? Alors j'hésite entre vous questionner sur Emmanuel Macron ou à qui vous pensez dans à qui le tour? À tout le monde, j'ai l'impression. Oui, et puis au premier des ministres. Ouais, aujourd'hui, c'est Manuel Valls qui vous pose problème, vous êtes en désaccord. Bien évidemment, avec, Manuel Valls ne mène pas une politique de gauche. Vous savez, on a une double fracture. On a une fracture par rapport aux engagements de campagne et par rapport aux valeurs du Parti socialiste ou de la gauche en général. Et on a une fracture par rapport au modèle démocratique français. La loi renseignement, l'état d'urgence prolongé, la tentative de déchéance de nationalité qui s'attaque au fondement même de notre modèle républicain. Dernière question, réponse par oui ou par non. Est-ce que pour vous, ce serait une catastrophe que François Hollande se représente? Oui. Clairement. Oui. Merci David Nakache pour ces réponses directes. Je rappelle que vous animez donc cette association Tous Citoyens qui se réunit ce soir pour parler de féminisme. Il y a des cafés débats. Vous retrouvez sur le blog de David Nakache le programme de ces cafés citoyens. Merci à vous. Vous étiez l'invité du jour sur Azur TV.